Mes amis, bien le bonjour. Nous sommes le 4 novembre 2010 et à l'aéroport de Heathrow décolle un Airbus A380 australien de la compagnie Qantas. Il fait le vol 32. Ce vol est extrêmement long. Il doit aller à l'autre bout du monde, jusqu'à Sydney. Il transite par Singapour. Il atterrit à Singapour sans encombre et un peu plus tard, il redécolle pour Sydney. À bord, il y a 469 personnes. Pendant la montée, soudainement, cet appareil est secoué par une formidable explosion. Les pilotes ne comprennent rien, leurs écrans se remplissent d'erreurs, il y en a des pages et des pages, et puis les passagers ont peut-être une meilleure vision dans leur écran. Ces écrans d'entertainment qui sont là pour amuser, qui ne deviennent pas amusants du tout. Ils voient sur la caméra qui filme l'Airbus qu'en fait un des moteurs, le moteur numéro 2, a explosé, des pièces de celui-ci ont traversé l'aile, laquelle s'est déchirée, et des cataractes de carburant s'en échappent. Ils sont là en train de regarder, pendant qu'au sol, une autre réalité se met en place. Des morceaux de l'Airbus A380 commencent à pleuvoir sur les villages. Là, l'avion est déjà en train de survoler la Malaisie, et puis il y a une maison qui est littéralement coupée de part en part par une pièce extrêmement lourde en métal venant d'une turbine du réacteur. Il y a aussi des pièces du carénage du réacteur avec le logo de la compagnie Qantas qui sont ramassées sur des terrains vagues, sur des greens, devant des devantures de mairie et tout ça. Très rapidement, une nouvelle va prendre de l'ampleur. Les gens disent sur Twitter et ailleurs que il y a un avion de Qantas qui s'est probablement désintégré en vol. Alors immédiatement, les actions de la compagnie sont vendues. Ça va partir, le cours de l'action baisse et en réalité, les responsables de Qantas apprennent qu'il y a un problème au moment où on les appelle pour leur dire, non pas qu'il y a une histoire avec un avion, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas vraiment, mais on leur dit, vous savez, il y a votre cours qui est en train de dévisser, vous avez une idée pourquoi? Et c'est seulement quand ils commencent à investiguer qu'ils comprennent que il semblerait qu'on a commencé à retrouver des miettes d'un avion. Alors que s'est-il passé? Pour le comprendre, il faut aller dans les entrailles techniques mais aussi organisationnelles d'un moteur, le Trent 900, fabriqué par le britannique Rolls-Royce. Quand on achète un Boeing ou un Airbus, on peut choisir sa motorisation. Généralement, il y a toute une palette de choix et une partie des A380, comme ceux de Qantas, sont mus par 4 réacteurs de type Trent 900. Alors, regardons un petit peu à l'intérieur avant d'aller sur le côté organisationnel. Alors, dedans, il y a des corps qui bougent. Je vous montre. Si vous prenez l'ancien réacteur, le premier réacteur, on est à l'époque Von Braun, d'accord? Si on prend l'ancien réacteur, c'était comme ceci. On avait des compresseurs, d'accord, des disques, connectés par une tige en métal à des turbines. Et entre les deux, on a des brûleurs. On a des zones où on a du feu, d'accord? Donc l'air est avalé par les compresseurs de l'avant, d'accord? Et puis, sa température monte au fur et à mesure qu'il arrive dans les compresseurs. Les compresseurs, c'est très chaud l'air aussi, hein, parce que souvent, vous voyez des dessins avec les compresseurs en bleu et les turbines en rouge. C'est pas complètement vrai, hein. Un étage de compresseur, j'ai vu un chiffre, un étage de compresseur, l'air était déjà à 80 degrés de plus de température qu'avant. D'accord? Donc il a déjà pris 80 degrés de température. À chaque étage de compresseur, ça fait tac, tac, tac. La température augmente. Donc l'air est très chaud dans les compresseurs déjà, mais encore plus chaud dans la turbine. Ici, on a des tubes qui ramènent du carburant, qui vont gicler du carburant, d'accord, à l'intérieur, du jet A1, du kérosène. On a des éclateurs, c'est des sortes de bougies qui ne sont pas nécessairement allumées constamment. D'accord, il s'arrête à un moment donné parce que une fois que le réacteur démarre, la flamme est autour entretenue, excepté quand par exemple il y a de la pluie ou autre, il y a des conditions dans lesquelles ces éclateurs peuvent tourner en continu. Après, on arrive sur des turbines et puis les turbines vont prélever une partie de l'air, de l'énergie de l'air, et puis elles vont l'utiliser pour entraîner les compresseurs qui sont à l'avant. Donc vous voyez le truc, c'est les turbines entraînent les compresseurs et les compresseurs eux-mêmes renvoient de l'air à l'intérieur qui permet justement d'entraîner les turbines et puis bien sûr de créer la force
hein, d'éjecter de l'air par l'arrière, par la tuyère, qui permet donc au réacteur de faire avancer l'avion. D'accord? Ça, c'est l'histoire simple. Plus tard, on a commencé à arriver à ce qu'on appelle du double cœur. Ça signifie, on a deux cœurs ou deux corps, si vous préférez parler en anglais. C'est-à-dire que ce qu'on a fait ceci. On a pris le même réacteur qu'avant, on a pris des compresseurs, peut-être un peu plus grands, on a pris la même tige, d'accord, on a mis des turbines, d'accord, mais après, je vais changer de couleur, je vais vous montrer ce qu'ils ont fait. Les gens ont eu cette idée. Ils ont eu l'idée de faire cela, de dire, on rajoute un axe concentrique à celui-là, d'accord, et puis on met des compresseurs et des turbines encore, d'accord. Et vous voyez qu'on a deux corps ici, on va appeler par exemple celui-là en rouge, on va appeler le N2, d'accord, c'est le corps haute pression, et celui-là, on va l'appeler le N1, c'est le corps basse pression. Et quand vous allez dans la majorité des avions de ligne, vous voyez N1, N2, d'accord, vous voyez la valeur de rotation qui est exprimée en général en pourcent d'un maximum, d'accord. Donc N1, N2, et ils tournent indépendamment l'un de l'autre, leurs axes sont concentriques et toujours, la chambre de combustion, elle est toujours là. D'accord, elle est au milieu, elle est entre les deux. Et vous voyez que chacune des turbines tourne à des vitesses différentes et pareil pour les compresseurs. Quand les réacteurs démarrent d'ailleurs, ce que vous entendez, le premier sifflement que vous entendez, vous entendez le sifflement, mais vous ne voyez rien qui tourne depuis dehors. Pourquoi? Parce que c'est le N2 qui tourne. D'accord, c'est le N2 qui est en train de tourner, hein, c'est le corps haute pression qui tourne, il siffle, et puis au bout d'un moment, quand il commence à délivrer assez d'énergie, ce qu'il renvoie là arrive sur les turbines, d'accord, sur ces turbines basse pression, qui commencent doucement à tourner en entraînant avec elles le ou les compresseurs basse pression. Et là, depuis dehors, vous voyez soudainement le compresseur qui commence lentement à tourner et à accélérer. Je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense que les systèmes sont tellement indépendants, si, ne tentez pas ça à la maison, mais si vous prenez une chaîne ou une ceinture ou autre et vous bloquez le N1, vous empêchez le N1 de tourner, je ne vois pas de raison pour laquelle le réacteur ne démarrerait pas. Rien qu'avec le N2. D'accord, vous entendrez le bruit du réacteur, mais ces turbines-là, ce compresseur et ces turbines ne tourneraient pas, parce que vous les auriez bloqués. D'accord, juste pour vous dire. Ok, maintenant. Je vous rajoute un détail. Sur le Trent 900, ils ont 3 corps. Ils en ont rajouté encore un ici. Encore un axe concentrique. Et encore une turbine. Et un disque compresseur, un disque turbine. D'accord? C'est tout. C'est juste la même histoire. Mais on a cette fois-ci 3 corps. N1, N2, N3. Basse pression le plus dehors, pression intermédiaire IP et haute pression qui est tout à l'intérieur. Et puis bien sûr, toujours la chambre de combustion ici. D'accord? Je vous montre à peu près comment marche un réacteur parce que c'est très important de comprendre ça. J'ai fabriqué une sorte de modèle en papier, d'accord? Donc ce que vous voyez ici, j'ai un compresseur, d'accord? Bon, le truc c'est que, attendez, je recule complètement mon siège, vous voyez? J'ai ici un compresseur, d'accord? Et là, je le tourne et vous voyez que j'ai une turbine là, d'accord? Enfin, quand la turbine est entraînée par les gaz, elle entraîne la rotation du compresseur correspondant, d'accord? Maintenant, le corps à l'intérieur ici, d'accord? Ça, c'est le corps qui est, vous voyez la flèche vous montre dans quelle direction va l'aile, d'accord? Donc, vous voyez ce corps, quand je vous parlais de démarrer le réacteur, c'est ce corps qui démarre en premier. Donc il démarre en premier, il commence à accélérer, et viendra le moment où celui-là commencera lentement à tourner, et après, au bout d'un moment, tout ce monde-là prend sa vitesse de croisière. D'accord? Là c'est clair? Donc ça, c'est un exemple de réacteur à deux corps. C'est ce qu'on va utiliser dans cette vidéo. J'ai pas envie de fabriquer, déjà ça a été assez compliqué de fabriquer à 2, j'ai pas envie de fabriquer à 3. Mais on se comprend. Maintenant, le truc c'est que
si on regarde au niveau organisationnel, pour qu'on se comprenne, le constructeur de l'avion Airbus, bon, il fabrique l'avion, mais en réalité, il ne le fabrique pas ex nihilo. Il fabrique l'avion, mais en fait, il va commander des pièces à droite à gauche. Les roues vont venir peut-être de chez Michelin, les ailes vont venir d'un constructeur quelconque, les portes, les hublots, l'avionique, le pilote automatique, tout ça. Chaque chose vient d'un sous-traitant. D'accord? Donc, par exemple, les réacteurs ne sont pas fabriqués par Airbus, ils sont fabriqués par Rolls-Royce. Non. Rolls-Royce, à son tour, veut fabriquer des réacteurs. Oui, mais le réacteur est très compliqué à fabriquer. Donc, il va faire quoi, Rolls-Royce? Ben, il va utiliser de la sous-traitance. Il va, par exemple, acheter les turbines chez un constructeur suédois. Lequel va peut-être se dire, bon, moi, j'arrive pas à fabriquer complètement ex nihilo à partir de rien. Je vais acheter peut-être les disques déjà pas usinés, je vais les acheter chez des Allemands. Et puis, je vais les usiner partiellement en Suède. Et puis après, je vais les envoyer aux États-Unis pour les finitions. D'accord? Donc, on va avoir un système très compliqué de sous-traitants. C'est tout le drame de l'économie moderne. Le problème, c'est que plus on s'éloigne en profondeur dans la sous-traitance, plus on perd la vision, la qualité, plus on perd de vision ce qui est en train de se passer. Donc, on revient dans notre histoire. Si je prends le réacteur, le Trent 900, imaginons que ce qui me manque ici, c'est le corps basse pression. Attendez, donc ça c'est le corps intermédiaire. Non, il manque le corps haute pression. Ça c'est le corps intermédiaire et ça c'est le basse pression. Ça c'est celui qui est dehors, d'accord? Ça c'est intermédiaire et le haute pression, je ne l'ai pas représenté. Il n'a pas joué de rôle dans ce crash. C'est pas un crash, mais on se comprend. Donc, je disais, ce corps pression intermédiaire, il tourne très vite et il y a un tube, celui-là. Il y a un tube, c'est un tube qui ramène de l'huile au niveau d'un système de roulement ici qui permet de maintenir une lubrification. Parce que ça tourne tellement vite, il faut envoyer de l'huile sous pression constamment pour que on assure que le métal ne frotte pas contre le métal et ça permet aussi accessoirement de refroidir le tout. D'accord? Donc ça permet de refroidir et de lubrifier également. Donc on a un tube, d'accord? On a un tube comme ceci qui arrive vers le corps intermédiaire. C'est ce tube-là qui va jouer un rôle absolument essentiel. Alors, que se passe-t-il? Il se passe ceci. Ce tube et le système où il s'accroche est fabriqué par un sous-traitant britannique. Ce sous-traitant, il a un cabinet d'études qui reçoit le design, si vous voulez, qui a été fait sur ordinateur, et il a des gens qui vont, ou des techniciens, ou des ouvriers, appelez-les comme vous voulez, qui doivent, avec leur machine, outils, fabriquer l'objet qu'on leur demande. Ben maintenant, c'est pas parce que quelqu'un l'a conçu sur un ordinateur que quelqu'un d'autre est capable de le fabriquer. Il y a souvent malheureusement des décalages. Rappelez-vous la vidéo sur le pont suspendu à l'intérieur du Hyatt aux États-Unis qui s'est effondré. Il s'est effondré non pas parce que techniquement il était mal conçu, sur le papier il était parfait, il n'était même pas censé s'effondrer sur le papier, mais les ingénieurs ont conçu sur leur écran ou sur leur papier ont conçu quelque chose, mais lorsqu'ils ont envoyé leur plan à ceux qui devaient le fabriquer, ceux-ci ont commencé à se gratter la tête. Ce qui nous demande, il y a des considérations pratiques qui vont nous empêcher de construire. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des raccourcis, ils ont changé un petit peu pour pouvoir construire l'objet. Et ce qui a été construit n'était pas exactement ce qui a été conçu. On a le même problème ici. C'est-à-dire que lorsque les techniciens ont reçu les plans, ils ont eu quelques problèmes. Et ces problèmes-là ont fait que, déjà, ils n'ont pas respecté 100% les plans, ils ont pris des libertés avec, et puis ils ont dégradé aussi la précision. Alors un des problèmes est celui-ci, je vous montre. Le tube qui envoie de l'huile. Il finit, attendez, je vais prendre une autre page, par un filtre. Donc conceptuellement, c'est ceci. Conceptuellement, vous avez votre tube, et là, il y a un filtre à huile qui est censé ramasser les impuretés. Dans tous les circuits d'huile, il y a énormément de filtres à plusieurs endroits pour choper les impuretés. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors, pour installer le filtre à huile, ils ont dû faire un alésage dans le tube. Je vous montre. Ça veut dire qu'ils étaient censés prendre le tube, d'accord? D'accord, vous voyez là, ça c'est le tube. Ils ont pris le tube
Et puis ce qu'ils devaient faire, donc ça c'est mon tube, ça c'est les deux, je vous prends une section du tube. Ce qu'ils ont dû faire, c'est faire ceci. C'est avec une machine à outils, une machine-outil, enlever un bout ici et enlever un bout ici, à l'intérieur. Donc faire un alésage. Ça signifie venir tourner comme ça. Et puis enlever un peu de métal là et un peu de métal là. D'accord? Pour laisser de la place, pour réduire le diamètre du tube, pour pouvoir insérer le filtre. D'accord? Ce qu'il devait faire. Le problème, c'est que c'est facile à dire, pas facile à faire, dans le sens où le tube était connecté, était inséré déjà dans un gros bloc de métal qui le reliait justement à la zone où il devait livrer l'huile. Donc, il était relié comme ceci, d'accord? Et il devait venir travailler de ce côté-là, avec le bloc en métal déjà là. Donc, que s'est-il passé? Il s'est passé que il y a eu un décalage. Il y a eu un décalage de la machine à outils. C'est-à-dire, regardez, j'ai pris ça, d'accord? Et mais regardez, vous voyez ça? C'est super net, d'accord? De l'autre côté aussi. Le diamètre est constant. Hein, si vous regardez l'épaisseur ici, remarquez l'épaisseur là. D'accord? Vous voyez? Elle est constante. D'accord? Elle ne bouge pas. Ok? On voit bien que le cercle représentant l'extérieur et le cercle représentant l'intérieur sont concentriques. Ils ont le même centre. D'accord? Maintenant, ce qu'ils ont fait au niveau donc de ce sous-traitant de Rolls-Royce, ils ont fait ceci. Ils ont décalé les deux cercles. Ça veut dire, si vous regardiez le tube, si vous prenez comme ça, vous allez voir. Oui. Ça veut dire que par moment, et sur cet avion-là, l'épaisseur ici était tombée à 0,35 mm. Ça signifie que c'était comme quelques feuilles de papier en fait. D'accord? Ça signifie que le décalage a fait qu'il y avait une zone épaisse et il y avait une zone extrêmement fine. Parce que les deux axes n'étaient pas concentriques. Beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons qui ont fait qu'ils sont arrivés à ça. Ils ont changé les repères, ils ont changé le centre des coordonnées, ils ont créé un autre centre de coordonnées. Et aussi, il y a des choses tout aussi simples que le problème de la machine. C'est-à-dire, j'ai une machine, d'accord? J'ai une machine comme ça, mais tant que je fasse un usinage de ce côté-là, ok? Mais après, j'enlève ma pièce. Qu'à un moment donné, il fallait enlever la pièce et la remettre. J'enlève ma pièce, je la remets, et qu'est-ce qui se passe? Le bras, ça. Là qui retient ma machine, mon objet, eh bien, il a bougé un peu. Ça signifie, pour fixer mon objet et tout, je suis en train de l'attaquer avec une clé et tout ça, et sans le faire exprès, je bouge mon bras. Donc, mon bras bouge, d'accord? Mon bras a bougé. Ok? Mon bras a bougé. Mais l'outil, lui, n'a pas bougé. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Je décale beaucoup. Vous voyez? Mon outil, au lieu d'être centré, ben, il est décalé. Donc, il ne va pas travailler correctement. Alors, vous voyez le truc, c'est que ils ont foiré leur tube. Pour être honnête, l'un des techniciens, au bout d'un moment, a remarqué qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'ils en ont envoyé plein de tubes comme ça, des tubes foireux, mais vraiment foireux. Et un jour, il y a un des techniciens commence à regarder, il se dit, mais notre process est pourri. C'est vrai que on a dû envoyer des tubes qui vont pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été prendre des tubes de production qui n'étaient pas encore envoyés à Rolls-Royce et il a commencé à les analyser. Et effectivement, il a trouvé qu'ils n'étaient pas conformes. Il a trouvé 9 tubes. Et aucun n'était conforme. Ils étaient tous un petit peu foireux. Ils ont montré aux responsables. Mais eux, ils n'avaient pas spécialement envie de faire de foin. Ils n'avaient pas envie de... Tu sais, quand tu es sous-traitance, tous ceux qui ont travaillé dans la sous-traitance savent de quoi je parle. Quand tu es sous-traitant, la dernière chose que tu as envie de faire, c'est téléphoner à ton gros client et lui dire, écoute, je suis désolé, mais tu sais, les tubes qu'on t'a envoyés, là, il y a plein d'Airbus qui sont en vol dans le monde maintenant. Et ils ont un problème avec ces tubes-là. On a vraiment foiré. Tu peux pas faire ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une sorte d'étude statistique. Et ils se sont dit, statistiquement, c'est peu probable. Hein, c'est peu probable qu'on ait des erreurs critiques. Ça signifie, oui, on a foiré, oui. Mais si on mesure les tubes que nous avons, on fait un calcul statistique, c'est pas possible qu'on ait foiré à tel point qu'on mette en danger l'intégrité de ce tube. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, moyennant cela, ils ont signé 2-3 papiers, et puis
l'histoire a continué sans problème. Ils n'ont averti personne. D'accord? Pourtant, l'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'on ne peut pas faire des statistiques sur 9 tubes. C'est pas un échantillon représentatif. Chaque fois qu'on fait des statistiques, on se rappelle qu'il faut, si je veux faire des statistiques, il me faut un échantillon large. On ne peut pas faire un échantillon. Un échantillon de 9 tubes, c'est rien du tout. Et donc, forcément, leur calcul statistique était juste, mais basé sur un échantillon trop petit. Ok. Revenons dans notre avion. Que s'est-il passé? Donc, notre avion est en montée, d'accord? Ce corps intermédiaire est en train de tourner à grande vitesse et soudainement le tube qui est là, tac, se casse. Il se brise. Que se passe-t-il? L'huile commence à partir n'importe où, elle s'enflamme, elle fait un peu chalumeau, tout ça. Mais le fait est qu'il n'y a plus d'alimentation d'huile ici, il n'y a plus de lubrification. Qu'est-ce qu'il va faire notre tube, celui-là, notre tube? Il va faire quoi? Ben, il va chauffer tellement, se fragiliser et se casser. Voilà, il se casse. Ça, c'est le premier bruit qu'ont entendu les pilotes, c'est la première secousse, c'est le premier signal que quelque chose ne va pas. Donc, il s'est passé que ce tube s'est cassé. Voilà. Ce tube s'est cassé. La turbine que vous voyez ici s'est libérée du compresseur. D'accord? Elle n'est plus maintenant solidaire au compresseur par le biais de ce tube. Elle est indépendante, elle est toute seule là. Elle est juste un disque indépendant. Les pilotes ont vu baisse de pression d'huile comme alarme. Ils ont même eu l'impression qu'il y avait un incendie à un moment donné. Ils ont réduit la puissance, ils ont réduit les gaz sur le moteur numéro 2. Et c'est là que l'explosion est arrivée. Mais il s'est passé quoi? Pourquoi ça a explosé? Alors je vous laisse deviner. Regardez. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette turbine, qu'est-ce qu'il accélère comme tout objet qui bouge? Il faut toujours réfléchir. Qu'est-ce qu'il accélère? Qu'est-ce qu'il ralentit? Alors, ce qu'il accélère, ce qui lui donne son énergie, ce qui a tendance à l'entraîner en grande vitesse, c'est l'air chaud. L'air chaud qui arrive là. Hein, on est là dans la zone où il y a le feu. D'accord? On reçoit l'air sous pression, on injecte du carburant. Et donc, il y a de l'air chaud qui passe à travers, qui l'entraîne en rotation. Qu'est-ce qui la freine? Elle est obligée de donner son énergie à son compresseur correspondant, d'accord, à travers ce bras. Ce bras maintenant est cassé. Donc, le disque de turbine, il y a de l'air chaud qui souffle dessus, mais il n'y a rien qui le ralentit. Alors, vous voyez, et il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, mais il n'y a plus ce freinage qui vient du compresseur. C'est le compresseur est très lourd à faire tourner. Donc, le compresseur intermédiaire ne freine plus la turbine intermédiaire, et donc celle-ci fait quoi? Elle s'emballe, elle va prendre de la vitesse. D'accord? Et c'est un problème, elle va prendre une vitesse absolument extraordinaire. En quelques secondes, juge-temps, elle va prendre une vitesse extraordinaire. Et elle fait quoi quand elle prend une vitesse extraordinaire? Là, je vous montre. J'ai ici un objet qui vient d'un réacteur. Alors, c'est un peu lourd. Hein. Waouh, c'est très lourd. Alors, c'est un compresseur, mais les turbines sont construites selon le même principe. On est d'accord? Alors, celui du Trent 900 n'est pas aussi, n'est plus grand que ça. D'accord? Donc ça, ce que vous voyez, ça vient d'un jet de combat. D'accord? Donc c'est un compresseur en plus. Ce n'est pas une turbine, mais c'est à peu près la même chose. C'est le même principe. La turbine, c'est une sorte de compresseur à l'envers, si vous voulez. Et avec une construction qui supporte plus les hautes températures, alors qu'au niveau du compresseur, les températures sont plus faibles. Donc, qu'est-ce qu'on a? Et ça, c'est la taille des ailettes vous montre, regardez, comparez la taille du corps, comparez la taille du disque à la taille des ailettes. D'accord? Des ailettes toutes petites, un corps grand, vous disent que ça, c'est haute pression. D'accord? Parce que quand on est en basse pression, regardez par exemple un réacteur d'avion depuis dehors. La première chose que vous voyez, c'est le fan. On est en basse pression là. Vous voyez, le corps est tout petit. D'accord? Et les lames, celles-ci, d'accord? Les ailettes sont énormes. Okay. Par contre, plus on va à l'intérieur, plus ça devient petite. Quand la pression augmente. Donc ça, c'est haute pression. D'accord? Donc, regardez-moi ce disque. Ce disque, quand il tourne à très grande vitesse, d'accord? Que se passe-t-il? Vient le moment, d'accord? Vient le moment où il va dépasser une vitesse critique et les forces, d'accord? Il y a des forces énormes qui ont tendance à vouloir l'éclater comme ça, d'accord? Eh bien, atteindront des valeurs telles qu'il va réellement éclater. C'est ce qui s'est passé au niveau de l'Airbus. Ça veut dire que la turbine qui est désolidarisée, elle est comme cela que j'ai en main, hein, elle n'est pas connectée à un axe ni rien du tout. Elle est juste là, libre, et puis il y a l'air qui souffle dessus à grande puissance, elle s'emballe, elle éclate en 1000 morceaux. Enfin en 3 morceaux, pas en 1000 morceaux.
elle a éclaté en 3 morceaux. Donc, quand elle éclate en 3 morceaux, ces 3 morceaux vont partir dans 3 directions différentes en allant vers l'avion. D'accord? Il y a un morceau en particulier qui traverse l'aile de part en part. Il va couper ces 650 fils. Il y a une tresse de câble de 650 fils qui sera coupée. Et ça va causer plein de choses. Le réacteur numéro 1 n'est pas contrôlable. Le réacteur numéro 2 n'est pas contrôlable du tout. De toute façon, lui, il est en train de mourir, entre lames. Les ailerons, en bonne partie, ne sont pas contrôlables. Les aérofreins non plus. Un circuit hydraulique est foutu. C'est pas que le circuit hydraulique a été éventré. Il n'a pas été éventré, mais il n'y a plus de courant électrique pour contrôler ses pompes. Le système de transfert de carburant, lui aussi, est foutu. Donc, il y a un nombre incroyable de pannes. Dans le cockpit, il y a 4 pilotes. Il y a les 2 pilotes, commandant de bord, copilote classique, mais il y a aussi un pilote qui était venu faire un check au pilote principal, au commandant de bord, et il y avait un autre qui était venu en entraîneur qui était aussi là. Donc il y avait 4 personnes, et ils commencent à regarder, ils n'ont jamais vu autant d'alertes de leur vie. Donc, commence à tourner pour essayer, ils s'arrêtent à un moment donné, enfin ils s'arrêtent, ils ne peuvent pas s'arrêter, mais ils ont commencé à tourner au-dessus de l'océan pour essayer de comprendre, pour gérer ces alarmes, pour gérer ces alarmes-là, avant d'aller atterrir. Donc, ils ont commencé à tournoyer en se disant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ils ont commencé à gérer, mais très rapidement, ça a pris une ampleur telle qu'ils ne pouvaient pas suivre toutes les actions qu'il y a dans les cams. On leur demandait trop de choses. Ce n'était pas possible de continuer. D'autant plus qu'au bout d'une demi-heure, ils ont réalisé quelque chose. Ils ont compris qu'ils avaient perdu 65% du contrôle latéral. Latéralement, d'accord, ils n'avaient pas beaucoup de contrôle. Il ne restait que 35% de contrôle. L'Airbus A380, de manière très surprenante, n'a que 2 circuits hydrauliques. Ils en avaient perdu un, et il y avait des problèmes avec l'autre aussi. Donc, la situation devenait délicate. Je vous rajoute un problème. Au bout d'une demi-heure, ils ont eu une alarme de fuel imbalance. Pourquoi? Parce que, comme l'aile était en train de perdre, l'aile gauche était en train de perdre le carburant en grande quantité, mais pas l'aile droite, au bout d'un moment, l'aile droite devenait de plus en plus lourde. Et l'aile gauche, ben voilà, elle était plus légère. Donc l'avion avait tendance à partir à droite. Et cette tendance était en train de se renforcer de plus en plus. Donc, ça a causé à un moment donné une alarme fuel imbalance. Ok. Maintenant, est-ce qu'ils pouvaient transférer? Non, ils ne pouvaient pas transférer, le système ne marchait pas. Ils ne pouvaient pas pomper du carburant vers l'aile gauche. C'était pas possible. Est-ce qu'ils pouvaient, avec les ailerons, contrôler cette inclinaison? Non, parce que les ailerons étaient de moins en moins efficaces. Il ne restait que 35% de capacité d'aileron. Ça veut dire qu'à ce stade, l'équipage a compris une chose, que s'ils ne font rien, ils vont finir sur la tranche. Ça signifie que l'avion commencera à partir, et puis viendra un moment où c'est foutu, quoi. Viendra un moment où il partira, et même le mini-manche braqué complètement à gauche ne pourra pas le ramener à l'horizontale, parce qu'il n'y a pas, justement, il n'y a pas assez de contrôle. D'accord? Donc, ils ont décidé de revenir à l'aéroport de Singapour. Donc, ils quittent leur circuit d'attente. Ils vont vers l'aéroport. Ils devaient faire extrêmement gaffe parce que l'avion était à peine contrôlable. Et puis, ils avaient aussi un autre problème avec la longueur de la piste. Ça signifie que la piste fait 4000 mètres. D'accord? La piste faisait 4000 mètres. Quand ils ont pris leur système, on leur avait donné un programme sur des tablettes pour rentrer les paramètres de l'avion et les pannes. Le programme n'arrivait pas à leur dire combien il leur fallait de distance pour atterrir. Et le programme était coincé. On a appris pourquoi il était coincé plus tard. Je vous dis pourquoi. C'est que on a codé un programme qui, lorsqu'on lui donne une panne, il va introduire un facteur. On lui donne une panne, et puis il va introduire un facteur qui va allonger la distance d'atterrissage. Jusque-là, c'est sympa. Le problème, c'est que les pilotes lui ont donné 9 pannes différentes. Et ce programme n'était pas intelligent, entre guillemets. Ça n'existe pas des programmes intelligents, mais on se comprend. Chaque fois qu'on rentrait une panne, il majorait la distance d'atterrissage. Donc, au bout de 9 pannes, la distance d'atterrissage était majorée tellement que probablement, dans sa tête, le programme pensait qu'il lui fallait une piste de 1000 km. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'était une aberration, c'est une erreur de programmation. Voilà, ça arrive. On les découvre justement le jour où on a le plus besoin du programme. Donc, ils ont atterri. Ils ont fini par atterrir. Ils ont atterri. Ils ont freiné leur avion. Et là,
les pompiers viennent, entourent l'appareil, et les pilotes réalisent qu'ils ont plusieurs problèmes. Déjà, ils n'ont pas moyen de communiquer avec les pompiers. Il leur reste qu'une seule radio et elle ne marche pas très bien. Ils ont du mal à communiquer parce qu'ils ont perdu beaucoup de systèmes. Ils n'arrivent pas à arrêter le moteur numéro 1. Donc, ils continuent à tourner. Le moteur numéro 1 continue à tourner, à tourner, à tourner. Donc, il y a du carburant aussi qui continue à couler sous l'aile. Et puis, il commence à faire une sorte de piscine sous l'avion. Les pompiers de l'aéroport de Singapour balancent dessus de l'eau et de la mousse et tout ça. Pendant ce temps, les pilotes qui n'arrivent pas à communiquer avec les pompiers qui sont là juste devant, prennent leur téléphone, appellent leur compagnie en Australie, qui a le téléphone à l'aéroport de Singapour, qui finit par leur passer. Vous imaginez, vous tombez sur un système, appuyez sur 1, appuyez sur 2. Vous dites-moi en vos propres mots pourquoi vous appelez. Là, vous dites, oui, j'appelle parce qu'on a un Airbus qui est là sur le tarmac et puis on a besoin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un gros problème de communiquer. Ils ont mis 50 minutes pour qu'ils envoient le message, pour que parvienne le message aux pompiers, comme quoi, ramenez-nous une échelle. Parce que le pilote, le commandant de bord, ne voulait pas déclencher une évacuation. Et on peut le comprendre, parce qu'une évacuation, 469 personnes, une évacuation, ça peut faire des blessés, voire même des morts. Donc, ils préféraient, du moment qu'il n'y avait pas un danger absolument imminent, et évident pour lui, préférait ne pas évacuer. 50 minutes plus tard, arrive l'échelle, ils en mettent une juste à la porte avant, et ils réussissent à descendre tous les passagers. Ça a pris à peu près 1 heure pour sortir tous les passagers de l'avion à travers cette porte. Le moteur ne voulait pas s'arrêter. Le moteur numéro 1 continuait à souffler. Ce qu'ils ont fait, les pompiers, ils ont fini par utiliser une lance à incendie et balancer beaucoup d'eau dedans, et il a fini par s'éteindre. Donc, résultat des courses, les passagers, personne n'a été blessé. Tout le monde est rentré chez soi sain et sauf, ce qui est une très bonne chose. L'Airbus A380, celui-là est resté immobilisé pendant 18 mois, pendant 1 an et demi. Il est resté en réparation. Il a fallu beaucoup de travail pour le réparer. Les 4 moteurs changés, des pans entiers de l'aile ont été enlevés et puis remplacés. 6 km de câblage tiré pour remplacer les câbles qui se sont cassés. Et au final, le poids à vide de cet Airbus en particulier a été majoré de 94 kg. Ça signifie que les réparations ont exigé qu'il rajoute 94 kg de matériel, et après il a repris son envol en 2012. Ils ont cet incident aussi, bien sûr c'est un accident, c'est pas un incident, parce qu'il y a des dommages structurels quand même significatifs. Suite à cet accident, il y a eu immédiatement, bien sûr, un contrôle de tous les Airbus A380 dans le monde, et aussi tous les trains T900, où qu'ils soient, sur Airbus A380, c'est autre chose. Ils ont analysé, ils ont trouvé que énormément de tubes, ces tubes-là, étaient faux, d'accord, étaient mal conçus, avaient cette erreur où l'épaisseur, ils ont trouvé, alors, sur la flotte, je ne sais plus si c'était la flotte mondiale ou la flotte de Qantas, ils ont trouvé une 12aine de tubes qui étaient largement faux, dont 4 qui étaient plus fragiles que le tube de l'avion accidenté. Ça veut dire que dans le tube de l'avion accidenté, l'épaisseur ici était de 0,35 mm. Ils ont trouvé 4 avions sur lesquels ce tube-là, d'accord, cette épaisseur-là était encore plus fine que 0,35 mm, d'accord, plus plein d'autres où cette épaisseur n'était pas, il y avait ce décalage et cette épaisseur était complètement fausse. Donc ils ont changé aussi le programme qui gère le comment on appelle ça, le train 900, le réacteur, parce que on avait pensé que le FADEC, qui est un système, une sorte de boîte automatique qui gère complètement le réacteur, ils ont pensé, en fait, Rolls-Royce avait imaginé, et ce cas de figure avec la cassure de cette taxe-là, ça avait été imaginé en réalité, d'accord? Ils avaient imaginé ce cas de figure, mais c'était dit à l'époque, oui, mais le FADEC pourra tenir compte de la chose et coupera le réacteur, ou réduira les gaz, ou réduira l'arrivée de carburant avant que le disque n'explose. Mais en fait, c'était faux. Leur supposition était fausse. Le FADEC n'a pas joué le rôle qu'ils ont pensé qu'il allait jouer. Parce que c'est très difficile à reproduire cette histoire, d'accord? Mais
ils ont réussi à arrêter ce problème avant qu'il n'arrive sur d'autres avions, parce que cet Airbus A380 était à 2 doigts d'un crash majeur. Il aurait pu se terminer extrêmement mal, ou bien un des objets aurait pu traverser l'avion et tuer même du monde à l'intérieur. C'était passé à ça. D'accord? Donc, voilà mes amis. Depuis, ils ont corrigé, et puis ils ont, disent-ils, n'est-ce pas? Mais le plus important, c'est qu'ils ont corrigé l'usinage de ces tubes-là pour que ceci n'arrive plus. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là, et puis on se voit dans une prochaine.